France Inter. Compagnons, camarades, citoyennes, citoyens, françaises, français et tous les autres, bienvenue dans cette émission pour explorer la genèse, les racines d'une idée politique, parce que nous sommes un peu perdus et désaffiliés dans ce monde politique qui se recompose, parce que la défiance et l'abstention dominent. Dans Enquête de politique, nous explorons un isme, une idée, son histoire, son poids dans nos consciences, sa marque sur les débats qui nous agitent. Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter. Et aujourd'hui, l'anarchie, premier épisode, Proudhon et les origines de l'anarchie. Décidément, toutes les bourgeoisies sont les mêmes. L'anarchie, pour eux, mais c'est le désordre. Le désordre, mais ces sociétés de classe, elles créent, et même le désordre. L'anarchie, 4 épisodes seront nécessaires pour commencer à entrevoir l'immense richesse de cette pensée politique née au milieu du 19e siècle avec Pierre-Joseph Proudhon. Une pensée multiforme, bien singulière, puisqu'à l'inverse de toutes les autres, elle est basée sur le refus du pouvoir et de l'autorité. L'anarchie est un projet politique collectif et individuel qui se théorise autant qu'il se vit. C'est une révolte humaniste, sans doute la plus haute, la plus ambitieuse des aspirations politiques, une utopie ou une évidence, un nihilisme autodestructeur, une fuite d'individualistes, de citoyens inadaptés broyés par une société injuste, ou au contraire, la plus noble des idées de l'ordre, un équilibre enfin débarrassé de l'autorité, ou alors l'autorité certes, mais sans la domination. Bref, la démocratie intégrale. Ne serait-ce pas, en fin de compte, le but naturel, l'aboutissement de la philosophie des Lumières qui consacre l'émancipation individuelle et l'harmonie collective? Dans ce premier volet d'enquête de politique, nous allons explorer les sources idéologiques et populaires de l'anarchie. L'histoire de l'anarchie est fascinante et tragique. Les anarchistes sont d'éternels perdants magnifiques, mais ce sont aussi des hommes et des femmes, beaucoup de femmes d'ailleurs, à la pointe de l'émancipation qui vivent et tentent des expériences humaines, individuelles et collectives d'avant-garde. Et Tancrède Ramonet vont nous accompagner pour ce premier épisode d'enquête de politique sur le sujet. J'ai rencontré Édouard Jourdain dans le quartier des Halles à Paris. Édouard Jourdain se présente comme enseignant-chercheur en théorie politique. Il est titulaire d'un doctorat d'études politiques à l'EHESS et il est professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin et chercheur à Polytechnique. C'est un spécialiste de Proudhon. Édouard Jourdain. Pierre-Joseph Proudhon, donc il naît en 1809, il meurt en 1865, et ça va être le premier à utiliser le mot anarchiste au sens positif du terme. Dans son ouvrage qui s'appelle « Qu'est-ce que la propriété ?» en 1840, où il écrit « Je suis dans toute la force du terme positive anarchiste ». Et donc il compare avec la démocratie, la république, la monarchie, etc. Et pour lui, l'anarchie, ça va être synonyme d'ordre. Paradoxal ça. Alors, c'est complètement paradoxal, mais il y a 3 facteurs qui sont en réalité pour lui facteurs de désordre. C'est l'État, la religion et le capitalisme. Dans la mesure où ces 3 dimensions vont toujours partir d'un point de vue particulier. Donc le point de vue de Dieu ou des prêtres, le point de vue du gouvernement ou le point de vue du capitaliste. Et donc, ces points de vue ne vont pas prendre en compte la totalité des points de vue aussi de la société et des intérêts des parties prenantes de la société. Être gouverné, c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, légiféré, réglementé, parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, censuré, commandé par des êtres qui n'ont ni le titre, ni la science, ni la vertu. Pierre-Joseph Proudhon, avec la voix de Michel Bouquet. Être gouverné, c'est être à chaque opération, à chaque transaction, à chaque mouvement, noté, enregistré, recensé, tarifé, timbré, toisé, coté, cotisé, patenté, licencié. C'est, sous prétexte d'utilité publique et au nom de l'intérêt général, rançonné, exploité, monopolisé, concussionné, pressuré, mystifié, volé. Puis, au premier mot de plainte, réprimé, vexé, traqué, garrotté, emprisonné, fusillé, et pour comble, déshonoré. Et dire qu'il y a parmi nous des démocrates qui prétendent que le gouvernement a du bon
Des socialistes qui soutiennent, au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, cette ignominie. Des prolétaires qui posent leur candidature à la présidence de la République. Hypocrisie. Église, parlement, capitalisme, État, magistrature, patron et gouvernants, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Quand Proudhon utilise le terme anarchiste en 1840, il fait exactement ce que vont faire les punks, par exemple, 130 ans plus tard, c'est-à-dire de retourner, d'inverser l'accusation qui est faite. Tancred Ramonet, documentariste, spécialiste des mouvements libertaires, rencontre dans le nord de Paris, près du canal de l'Ourcq, dans les locaux de son collectif de producteurs. Anarchiste était un mot qui était utilisé notamment pendant la Révolution française pour discréditer les gens. Et pour la première fois, Proudhon va le charger d'une valeur positive. Et ce terme va commencer à définir à l'intérieur du socialisme une pensée particulière qui est une pensée vraiment révolutionnaire dont l'idée est de nier ensemble et en même temps les trois grandes autorités qui sont l'autorité du patronat, l'autorité de la religion et l'autorité étatique. Et à côté de ça, Proudhon a tout un ensemble de propositions positives. Il imagine une banque du peuple, il propose de faire sécession. Proudhon, c'est quelqu'un qui a une imagination débordante et en même temps fait un travail presque pré-scientifique. On est avant le matérialisme historique de Marx, mais il essaye de penser jusqu'au bout les questions de la relation économique. Il écrit un livre sur l'économie de la misère. Et alors sur le mot anarchie, Proudhon, mais d'ailleurs tous ceux qui vont définir l'anarchie plus tard, disent c'est pas le désordre, c'est l'ordre. Il renverse le stigmate, comme on pourrait dire. Oui, exactement, c'est ça, c'est un renversement du stigmate, puisque Proudhon, en fait, quand il se proclame anarchiste, il ajoute immédiatement, quoique très ami de l'ordre, je suis dans tout le sens du terme anarchiste. Décidément, toutes les bourgeoisies sont les mêmes. L'anarchie, pour eux, mais c'est le désordre. Maurice Joyeux, ouvrier anarcho-syndicaliste, l'un des animateurs de la Fédération anarchiste d'après-guerre, ici dans les années 80 pour un documentaire de la télévision. Le désordre, mais ces sociétés de classe, elles créent et même le désordre. L'anarchie, disait Reclus, c'est la plus haute expression de l'ordre. C'est pas un ordre imposé, c'est un ordre qui est réfléchi par l'intelligence de tous les hommes. L'anarchie, c'est la société harmonieuse, qui est l'antithèse de la société économique bourgeoise, avec ses hiérarchies, avec ses militaires, avec ses juges, avec les gens qui travaillent et les gens qui vivent de leur travail. Enquête de politique cette semaine et pendant tout le mois de janvier, Enquête d'anarchie. L'émission est rediffusée le dimanche à 23h10 et elle est disponible à la réécoute sur le site de France Inter ou en podcast. C'est Christophe Imbert, notre réalisateur. Thierry Dupin programme la musique. À la technique aujourd'hui, Julien Michel. Franck Olivard est notre recherchiste. Et je vous signale, ce soir 20h30, vous avez encore le temps, à côté d'Ivry-sur-Seine, au théâtre El Duende, la représentation de La mort d'un Chartreux, une adaptation du roman de Gérard Vincent, mise en scène par Franck Olivard, notre documentaliste, qui est aussi un homme de théâtre, et sur scène, Jean Lebrun, qui est aussi donc un acteur. Ça ne se loupe pas si vous êtes dans le coin d'Ivry-sur-Seine ou dans le sud de Paris, c'est tout près. C'est dans un petit peu plus de 2 heures. Bon, en attendant, on retrouve Édouard Jourdain, chercheur en théorie politique à Polytechnique et professeur à l'université de Versailles. Édouard Jourdain, toujours à propos de Pierre-Joseph Proudhon. Son ambition, c'est de dire... Bon, il y a eu une révolution démocratique, c'est très bien, qui est l'égalité des hommes devant la loi, mais il faut aller plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il va avoir une critique de la représentation en disant, y compris avec la représentation, il y a toujours certaines personnes qui vont s'approprier une partie du pouvoir et qui vont donner leur point de vue sur une certaine conception de l'ordre. En économie, pareil, il y a un certain nombre de personnes qui vont s'accaparer un pouvoir d'exploitation avec la propriété. Et donc son idée, c'est de dire, il faut
pousser la révolution, notamment la Révolution française, jusqu'au bout, par une répartition égalitaire des pouvoirs, quels qu'ils soient, économiques et politiques. Ça, c'est son premier postulat. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le socialisme libertaire ? Oui, alors souvent, en fait, on va assimiler la notion de socialisme libertaire à anarchisme, dès lors que l'anarchisme va être compris au sens social du terme, avec l'idée de collectif auto-organisé. Édouard Jourdain, Joseph Proudhon ne veut pas choisir entre liberté et égalité, alors que les libéraux choisissent plutôt la liberté, les socialistes plutôt l'égalité, en tout cas en premier, dans le triptyque liberté, égalité, fraternité. Joseph Proudhon, lui, ne choisit pas. Oui, il ne choisit pas. Pour lui, égalité et liberté vont de pair, se soutiennent l'une l'autre. Et pour lui, la liberté sans égalité est libérale, et donc va justifier l'exploitation d'un individu par un autre, notamment par la propriété. Tandis que l'égalité sans liberté va être autoritaire et va pouvoir justifier la domination d'un groupe sur un autre, notamment par l'État. Comment ces deux notions s'articulent ? Par l'égalité dans le pouvoir, qui est une forme de liberté aussi, de capacité. Pouvoir entendu au sens de capacité et non pas de domination. Ça, c'est la grande différence qu'on peut retrouver, notamment avec les libéraux, c'est que le pouvoir ne va pas être synonyme de domination, mais de capacité. Et donc, c'est comment on peut répartir aussi égalitairement le pouvoir en termes de liberté-capacité. Est-ce que l'anarchisme provient de la philosophie des Lumières ? Lumière ou pas lumière ? L'individualisme positif des Lumières, ça pourrait être une des sources de l'anarchisme. En tout cas, en France, ça l'est. Est-ce qu'il y a un débat ? Oui, tout à fait, il y a un débat. Alors, il y a un rapport très ambivalent, j'allais dire, aux Lumières. Si on reprend la figure des auteurs classiques, comme Proudhon, Bakounine, etc. Eux, ils veulent poursuivre la Révolution française, donc ils sont dans les poursuivre la Révolution française. Mais en étant en même temps critiques, c'est-à-dire que la Révolution française va ouvrir une ère d'égalité et de liberté. Mais cette égalité et liberté, ils critiquent leur conception dès lors qu'elle est perçue comme partie prenante de l'idéologie libérale. Parce que les Lumières, c'est aussi associé au libéralisme. Donc il va y avoir une critique de l'égalité formelle libérale, c'est-à-dire que pour eux, l'égalité devant la loi ne suffit pas. Il va y avoir une certaine critique de l'individualisme aussi libéral, c'est-à-dire cette idée que l'individu se suffit à lui-même. L'idée d'une certaine conception de la propriété aussi qu'on va retrouver dans la plupart des penseurs des Lumières. L'idée de la critique de l'État, qu'on retrouve chez les Lumières aussi. Bon, il y a ce rapport critique aux Lumières. On en prend une partie de son héritage, avec cette idée notamment d'autonomie, qu'on va pouvoir retrouver déjà chez Emmanuel Kant. Donc cette idée que la société est composée d'êtres de raison qui sont capables de se donner à eux-mêmes leurs propres lois. Donc il n'y a pas la nécessité d'une loi extérieure qui vient notamment de la religion, qui est nécessaire pour que la société puisse perdurer. Mais ce qu'on trouve très souvent aussi chez les anarchistes, c'est cette idée que on peut construire, comme chez les libéraux, la société à partir de rien, c'est-à-dire en tout cas à partir des individus. Donc c'est cette idée qu'il y a la possibilité d'un contrat social et politique qui part des individus, alors que chez les anarchistes, la société va précéder les individus. Même s'il y a cette idée qu'il y a la possibilité de contrat entre des individus qui ont un certain libre arbitre, une certaine volonté, mais ils vont insister sur le fait que les individus s'inscrivent aussi dans des communautés, dans des histoires. Et donc dans l'anarchisme, on va retrouver aussi d'une certaine manière une certaine critique de la table rase qu'on va retrouver à la fois chez les Lumières et dans une certaine mesure chez les marxistes aussi. Est-ce que, en 1840, quand Joseph Proudhon écrit son livre, est-ce qu'il est connu, est-ce qu'il est important dans le mouvement ouvrier ? Non, alors il n'est pas du tout connu à l'époque, il est jeune encore, il a 31 ans, mais son ouvrage va faire assez vite son petit bonhomme de chemin et notamment être lu par Karl Marx, qui va considérer d'ailleurs que c'est le premier manifeste scientifique du prolétariat. Alors ça aussi c'est intéressant parce que très souvent on a tendance à opposer socialisme scientifique et socialisme utopique en disant que le socialisme scientifique commence avec Marx et Engels. Et en réalité, Marx lui-même concède que Proudhon n'est pas un utopiste, mais un véritable théoricien, on dirait aujourd'hui un sociologue, c'est-à-dire qu'il part du réel pour élaborer ensuite sa théorie politique. Il a des conceptions économiques. Bien sûr, notamment dans Qu'est-ce que la propriété déjà, où il a tout un développement économique sur cette notion. Et ensuite notamment un ouvrage qui va publier en 1846, qui s'appelle Système des contradictions économiques, qui reprend toutes les catégories de l'économie politique pour les critiquer et envisager autre chose.
Est-ce qu'en 1848, pendant la révolution de 1848, Proudhon a eu une quelconque importance et une quelconque influence sur les révolutionnaires de 48 ? Il commence déjà à être connu, influençant le mouvement ouvrier, mais aussi tout ce qui va concerner le mouvement social des coopératives, ensuite des bourses du travail, etc. Donc davantage sur le plan de l'amélioration de la condition sociale ouvrière. Puis dans sa critique de l'État, où il y a cette idée déjà en 1848 qu'il faut élargir la capacité des ouvriers, notamment par le vote. Alors pour lui, c'est qu'une étape, puisque en 1848, on a l'extension du suffrage universel masculin. Lui-même, d'ailleurs, va être élu député, alors ce qui peut paraître un petit peu paradoxal pour un anarchiste, mais disons que cette expérience va aussi le conforter dans son idée que ceux qui sont à l'Assemblée nationale sont très souvent ceux qui connaissent le moins l'état du pays et que donc ils sont pas très légitimes pour le représenter. On a consacré 2 émissions il y a quelques semaines au féminisme. On a vu à cette occasion, Édouard Jourdain, que Proudhon n'était pas du tout féministe. Alors là, la liberté, quand même, s'arrête à celle des femmes. Oui, tout à fait. Alors il a une vision encore très masculiniste des choses, voire misogyne, dans beaucoup de ses écrits jusqu'à la fin de sa vie, d'ailleurs. Et ça, c'est un point noir de Proudhon, comme son antisémitisme, d'ailleurs. Il y a encore toute une partie du mouvement ouvrier et intellectuel qui est assez antiféministe, voire antiféminin, et ça va poser des problèmes, d'ailleurs, y compris au sein de la Première Internationale. Proudhon a aussi des défauts, il est affreusement misogyne. Tancrède Ramonet. Terriblement antisémite, puisque carrément il demande des camps de concentration déjà, et la possibilité d'y envoyer les Juifs avec peut-être, si ça pouvait amener jusqu'à leur mort, ce serait sans doute formidable, ça c'est dans ses notes. Donc pratiquement une sorte de programme nazi de ce point de vue-là. Mais vous avez déjà des intellectuels, je pense par exemple à son débat avec Déjacque, qui est le fondateur du terme libertaire, qui déjà à l'époque, au milieu du 19e siècle, l'attaque sur ses positions misogynes. Donc il y a déjà des anarchistes qui s'opposent à sa conception de la femme. Et ce qu'on appelle l'anarcho-syndicalisme, c'est quoi ? Alors l'anarcho-syndicalisme, le point le plus important, c'est que le syndicat va constituer à la fois un moyen révolutionnaire de transformation de la société, donc pour une société sans classe ni État, et ça va être aussi un lieu, une institution, j'allais dire pédagogique, et Proudhon parle de démopédie pour parler de l'éducation du peuple par le peuple, c'est-à-dire que par le syndicat, les travailleurs vont aussi apprendre comment constituer la société à venir. Ça va être une école révolutionnaire pour apprendre l'auto-organisation, l'autogestion. Le mouvement anarchiste va beaucoup s'investir dans les syndicats, dans les bourses du travail, dans l'éducation aussi, etc. Dans des expériences aussi. Il y a certaines expériences qu'on va pouvoir retrouver ensuite dans certaines colonies libertaires, alors un petit peu en France, mais beaucoup aux États-Unis, qui vont être des sortes de communautés autonomes, autogérées, mais qui souvent vont péricliter au bout de quelques années. Les premiers grands mouvements qu'on va retrouver en termes d'expérience révolutionnaire anarchiste, ça va être davantage au début du XXe siècle, dans le sillage des révolutions qu'on va retrouver en Russie, en Espagne, y compris dans une certaine mesure en Asie aussi, en Mandchourie, c'est un petit peu moins connu. Édouard Jourdain, au début du XXe siècle, il y a ce qu'on appelle les bandits tragiques, la fameuse bande à Bonneau. Ça, c'est très connu, les Français le connaissent, c'est peut-être moins important en nombre, c'est plus romantique. Qu'est-ce que c'est que cette période et cette tendance ? L'âge d'or de cette forme d'illégalisme, on est plutôt dans la fin du XIXe siècle. Donc avec la bande à Bonneau, il y a aussi un anarchiste qui s'appelle Marius Jacob et qui lui cambriole les maisons des bourgeois, etc. et qui va inspirer notamment Arsène Lupin. C'est un mouvement qui s'inscrit aussi un petit peu dans cette propagande par le fait, qui va être davantage dans cette idée individualiste qu'il faut reprendre ce que les bourgeois nous ont pris. Il y a une idée déjà de contre-culture, de vie parallèle aussi. Oui, parce que souvent ces individus s'inscrivent dans des communautés aussi qui se veulent émanciper. Alors souvent ils vivent à la campagne, de manière assez isolée ou avec d'autres camarades révolutionnaires. Mais alors à Montmartre, Libertad, Victor Serge. Voilà. Quand on parle d'anarchisme en France, on pense à la bande à Bonneau, on pense à Georges Brassens, on pense plutôt à l'anarchisme individualiste et culturel.
avec cette nuance près quand même qu'on va pouvoir retrouver une influence anarchiste très importante dans le premier syndicalisme français. Avec la CGT du début. La CGT. La CGT du début est très imprégnée des idées anarcho-syndicalistes et syndicalistes révolutionnaires. Il y a ce mix des deux. Et la charte d'Amiens, notamment, est très imprégnée des idées anarchistes, ou tout du moins proudhoniennes. Alors il faut s'arrêter un instant sur la charte d'Amiens. Il s'agit d'un texte adopté par la CGT lors de son congrès en 1906 qui définit une conception bien particulière du syndicalisme, l'anarcho-syndicalisme. Le syndicat s'assigne un rôle quotidien et un objectif politique. Le rôle quotidien, c'est de défendre les intérêts immédiats des travailleurs, et l'objectif politique, en toute indépendance des partis, c'est rien de moins que d'exproprier le capitalisme, procéder à une révolution permanente, se donner les moyens de fomenter des grèves générales pour qu'à la fin, ce soit le syndicat lui-même qui organise la vie économique et sociale du pays. La CGT était donc, avant de se rapprocher beaucoup plus tard du PC, et la CGT était un syndicat fortement influencé par la pensée anarchiste et libertaire. Cette tradition est toujours vivace dans le syndicalisme français, surtout depuis que la CGT s'est éloignée du PCR. Ce que vous entendez derrière moi, c'est la chanson de Georges Moustaki intitulée « Sans la nommer », écrite en 1969. Il y est question justement de révolution permanente. Elle est interprétée ici par la compagnie Joli Môme lors du congrès de la CGT en 2016. Thomas Legrand sur France Inter. Tancrède Ramonet nous donne sa catégorisation de l'anarchisme. Chaque chercheur, chaque spécialiste de mouvements libertaires, chaque anarchiste même a sa classification aux frontières jamais très évidentes. Il y en a, disons assez rapidement, 4 qui poussent comme ça autour de ce tronc anarchiste. Et c'est le courant insurrectionnaliste qui est un peu représenté par Bakounine. Je ne suis vraiment libre que lorsque tous les êtres humains qui m'entourent, hommes et femmes, sont également libres. Michael Bakounine, lecture. La liberté d'autrui, loin d'être une limite ou la négation de ma liberté, en est au contraire la condition nécessaire, de sorte que plus nombreux sont les hommes libres qui m'entourent et plus profonde et plus large est leur liberté, et plus étendue, plus profonde et plus large devient ma liberté. C'est le courant anarcho-syndicaliste qui a plusieurs figures, mais c'est Pouget principalement, ou le mouvement des bourses du travail à la fin du 19e siècle. Il y a le courant individualiste, et puis il y a le courant que Gaetano Manfredonia appelle le courant des éducationnistes réalisateurs, ceux qui vont essayer de penser une nouvelle école, qui croient que il faut prendre le mal à la racine et essayer d'extirper tout désir de domination chez les enfants et leur donner la possibilité de vivre 1000 vies en une, dit Francisco Ferrer, l'inventeur de l'école moderne en Espagne et une des grandes figures de l'éducationnisme de ces nouvelles écoles. Le plus spectaculaire, celui qu'on connaît le mieux en France, c'est l'individualisme. Celui qu'on a tendance à connaître le mieux, c'est un sous-courant en quelque sorte, c'est celui des propagandistes par le fait, ceux qui posent des bombes. Eux, ce serait plutôt une sous-branche en quelque sorte de l'insurrectionnalisme. On est après la Commune, le mouvement ouvrier a été défait, la semaine sanglante est passée par là et a été terrible puisque c'est des dizaines de milliers d'ouvriers qui sont fusillés dans les rues de Paris, hommes, femmes et enfants. Et la génération d'après doute de la possibilité de changer collectivement par une révolte, par une révolution, le monde, et se dit en même temps que la situation sociale n'a jamais été aussi atroce et qu'il suffit peut-être d'une petite poussée pour que tout s'écroule. Et donc,
Ces hommes et ces femmes vont décider, à la suite d'un congrès dans lequel les anarchistes théorisent, Louise Michel est présente et disent qu'il faut essayer de porter la révolution par tous les moyens, la dynamite, le fusil ou le couteau, de frapper à la tête de l'État et en se disant que, en coupant ses têtes en haut, l'État va s'effondrer d'un coup. Donc on a toute une suite dans le monde entier d'anarchistes venant de partout qui tentent leur chance. Les anarchistes se sont organisés très tôt. D'abord, ils se sont organisés au sein de la Première Internationale. Puis ensuite, quand ils ont été exclus de l'Internationale, ils se sont organisés en essayant de créer à Saint-Imier avec Bakounine et où sont présentes les grandes figures de l'anarchisme pour la création de l'Internationale anti-autoritaire. Et puis, les anarchistes ne vont pas arrêter de faire des congrès internationaux. Il y a les fameux congrès à Amsterdam en 1907. Il y a le congrès international des anarchistes en 1968, juste après les événements de mai, qui a lieu à Carrare, en Italie, où se retrouvent justement, pour un moment de confrontation et de vérification, les anarchistes anciens et plus récents. Et puis, les anarchistes se sont organisés aussi quand ils étaient des anarcho-syndicalistes et croyaient à la stratégie de la grève générale. Les anarchistes sont les premiers à vraiment théoriser la grève générale comme moyen révolutionnaire. Ils se sont organisés au sein de grandes organisations syndicalistes révolutionnaires. Il y a des grands syndicats en Argentine, la FORA, il y a un grand syndicat nord-américain qui s'appelle les IWW. Et puis, effectivement, autour de ces anarchistes organisés, il y a un mouvement qu'on appelle inorganisé et qui est plus large. Et alors, celui-là, on peut dire que les individualistes qui, en quelque sorte, se méfient de ces organisations, pensent que soit on s'y encroute, soit on se perd dans des petites luttes parcellaires, et puis qu'on délaie le moment de la révolution, pensent qu'on peut, à notre échelle, individuellement, faire la révolution soi-même, disons, autour de soi, à l'intérieur de soi et autour de soi. Et eux, n'adhèrent pas forcément à ces ne sont pas dans ces grandes structures, mais essayent de faire la révolution à leur humble niveau. Alors, c'est des gens qui portent des idées très grandes, c'est pas des révolutions mesquines et petites, ce sont des femmes qui pensent l'amour libre, la contraception, déjà l'avortement. Ce sont des hommes qui imaginent déjà les retours à la terre. C'est Libertad, une des grandes figures de Montmartre, qui organise les causeries populaires où les ouvriers peuvent venir après le travail discuter de la politique, assister à des spectacles, s'enrichir culturellement et intellectuellement et se rapprocher les uns des autres. Nous allons la semaine prochaine dans l'épisode 2 d'Enquête d'anarchie qui en comporte 4, nous intéresser à ces destins d'anarchistes de la fin du 19e, début 20e, ces individualistes humanistes qui ont tenté de vivre l'anarchie autant qu'ils la théorisaient. Vous aimez les États-Unis. Mais au moment où on allait vous appeler pour être soldat, vous avez fui à Mexico. Laissez-moi expliquer. Répondez oui ou non. Êtes-vous allé à Mexico pour éviter de servir ce pays que vous aimez? Mais je suis un ouvrier. Êtes-vous allé oui ou non à Mexico en 1917? Oui, je suis allé. Pour quelle raison? Parce que je suis un ouvrier anarchiste. Que voulez-vous dire par là? Ça signifie que les anarchistes pensent à un monde qui serait sans frontières. L'histoire de l'anarchie et de ses militants intransigeants est jalonnée d'injustice et de répression implacable de la part de pouvoirs effrayés par la puissance souvent fantasmée des libertaires. Sacco et Vanzetti aux États-Unis ont été condamnés à mort en 1927 pour un braquage à propos duquel leur culpabilité est très douteuse. Une affaire qui a duré 7 ans et qui a ému le monde entier, une affaire qui fit beaucoup pour le mythe de l'anarchiste héroïque éternel, perdant glorieux. Donc, vous n'aimez pas le gouvernement des États-Unis? Non, je n'aime aucun gouvernement, quel qu'il soit. Mais à quel genre d'anarchie est-ce que vous croyez, monsieur Vanzetti? À celle qui signifie la liberté, la suppression de la société divisée en classes, le respect des autres. C'est sur ces 3 idées-là que j'ai construit toute ma vie. Morello, guitariste anarchiste qui se produit sur scène avec sa guitare marquée du acerclé de l'anarchie. France Inter. Enquête de politique. Thomas Legrand.
Et c'est le moment du livre d'Aurélie Marciro. Bonjour Aurélie. Bonjour Thomas. Cette semaine, vous nous parlez d'une figure féminine de l'anarchisme, Emma Goldman, à l'occasion de la sortie en petite bibliothèque Payot classique de l'anarchisme, ce dont il s'agit vraiment. Alors ce court volume, à peine 160 pages, regroupe 5 textes de cette icône du féminisme. Le premier définit l'anarchisme, les deuxième et troisième portent sur le rôle des minorités et de l'État, le quatrième sur la prostitution et le dernier sur la jalousie. La jalousie, quel rapport avec l'anarchisme ? Mais ce qu'il faut comprendre d'Emma Goldman, c'est que oui, elle s'intéresse à la cause des femmes, nous allons y revenir, mais son combat porte avant tout sur l'émancipation de tous les individus qui doivent être libres de leur corps, gestes et paroles. L'individu prime sur la masse. Alors qui est-elle ? Alors Emma Goldman quitte l'Empire russe et un avenir sombre pour arriver aux États-Unis à 15 ans en 1885. Choquée par la répression subie par les anarchistes, elle s'engage alors à leur côté. Elle s'oppose à la violence, mais pas à l'action. Il faut aller chercher le changement et les richesses où elles sont. Expulsée des États-Unis en 1917 car considérée par Hoover comme une des personnes, je cite, les plus dangereuses du pays, elle retourne en Russie, critique le régime et doit de nouveau s'exiler pour mourir à Toronto en 1940. Cette oratrice hors pair capable de soulever les foules tombe alors dans l'oubli. Avant d'être ressuscitée par les féministes de la fin du siècle dernier. Oui, grâce à sa modernité. Elle militait pour la reconnaissance de l'homosexualité, le droit à l'avortement et à la contraception. Elle vantait l'amour libre et mettait en garde contre les dangers d'une sexualité refoulée. Comme d'autres, elle estimait que le mariage n'était qu'une prostitution légale, prostitution qui, selon elle, est le fruit du système économique. C'est d'ailleurs le thème du 4e texte de ce petit volume. Dans le 5e, je vous le disais, elle dénonce la jalousie, maladie d'une société vouée à la possession et écrit, je cite, « Chacun, l'homme et la femme, est un petit cosmos incarné à travers des pensées et des idées propres. Il est merveilleux et éminemment politique que ces deux mondes se rencontrent dans la liberté et l'égalité. Cela en vaut la peine, même si cela ne dure qu'une courte période. » C'est joli, non ? Oui, c'est joli. Merci Aurélie. Et dans la même collection, on signale Pierre Kropotkin, La morale anarchiste, une réédition. On retrouve le documentariste spécialiste des mouvements libertaires Tancred Ramonet et on poursuit avec lui sur le rôle des anarchistes dans les révolutions et les révoltes du XXe siècle. Ils sont souvent oubliés, souvent relégués, volontairement effacés par les autres forces révolutionnaires. Alors les anarchistes, ils ont participé, on l'oublie souvent, et ils sont présents aux avant-postes en quelque sorte des grandes révolutions, des premières grandes révolutions du XXe siècle. La première qu'on oublie tout le temps, qui est la révolution mexicaine. Dans la révolution mexicaine, il y a les frères Flores Magón qui organisent une insurrection en Basse-Californie. Et puis, disons, dans l'armée zapatiste que mène Zapata, souffle un vent libertaire. Où vraiment il y a l'idée de l'abolition de l'argent, de l'abolition des séparations entre les champs, de la reprise des terres par les paysans, de la disparition d'un pouvoir. Et ensuite, on va retrouver dans la révolution russe, on l'oublie, les anarchistes sont présents. Ils sont présents aussi dans la révolution libertaire en Ukraine, avec la fameuse Makhnovtchina, où là, c'est la particularité de ces révolutionnaires qui font à la fois la guerre, la guérilla, mais vraiment arrivent à autogérer un territoire en étant pris en étau entre les armées rouges d'un côté et les armées blanches de l'autre. Et les libertaires ukrainiens arrivent à repousser les armées blanches, à sauver la révolution russe, qui n'aura pas beaucoup de gratitude à leur égard, puisque ils seront pratiquement tous arrêtés, pour certains exécutés et pour d'autres déportés. Et puis, il y a un mouvement insurrectionnel qui est bouillant, comme ça, mené notamment par les Italiens en Amérique du Nord, et qui, avant même de passer à l'action, en quelque sorte, est cassé avec l'affaire Sacco et Vanzetti. Et enfin, dans cet entre-deux-guerres, on a le moment qui est très important dans la mémoire anarchiste, qui est derrière ce qu'on a coutume d'appeler la guerre civile en Espagne, la révolution libertaire en Catalogne, Aragon, dans des parties de l'Andalousie, où là, on a une tradition libertaire justement d'organisation. C'est plus de 2 millions de travailleurs qui sont organisés au sein de la Confédération nationale du travail, 300 000 personnes à la Fédération anarchiste ibérique, et qui, dès qu'a lieu le coup d'État, déclenche une révolution libertaire. Hans Magnus Enzensberger parle du bref été de l'anarchie qui, pendant 6 à 9 mois, arrive à mettre en pratique
à l'échelle de tout un territoire toutes les idées libertaires. Ce sont l'abolition de l'argent, l'abolition de la propriété, l'entraide, c'est aussi les libératoires de prostitution, c'est l'avortement, c'est la possibilité de divorcer, c'est vraiment la culture qui est reprise en main par ceux qui travaillent. C'est à tous les niveaux que ça se fait, c'est les magasins qui sont toute la chaîne de production qui est autogérée. Les anarchistes prétendent même à ce moment-là qu'ils n'ont même pas de perte d'efficacité et de rendement à l'intérieur des entreprises. Et tout ça à un moment où ils ont toutes les armées du monde qui les bombardent, puisque se liguent avec Franco, les fascistes italiens, les nazis, et puis ils vont avoir, et qui vont en quelque sorte leur planter des couteaux dans le dos, les staliniens derrière. Et pourtant, ils essayent de mener leur révolution qui va échouer. Mais c'est vraiment le moment où l'anarchisme a pu mettre en pratique l'ensemble de ses idées et montrer qu'elles pouvaient fonctionner. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, il y a certains anarchistes qui n'ont pas voulu choisir, qui ne font pas la distinction entre le nazisme, le capitalisme, entre les démocraties dites libérales et les dictatures. Effectivement, c'est des postures qui sont assez individuelles, qu'on retrouve, dont on parle souvent quand le spectre de la Deuxième Guerre mondiale se profile. Un certain nombre d'anarchistes qui appartiennent à un courant particulier qui est celui des pacifistes libertaires, pacifistes intégraux, ne veulent pas choisir entre l'État bourgeois, le nazisme, le stalinisme et appel à la paix. Alors évidemment, on connaît le grand appel à la paix de Louis Lecoing. Mais finalement, ce sont vraiment quelques positions individuelles. Il ne faut pas oublier non plus toute la masse des anarchistes, notamment espagnols, qui, après la retirada, après les camps de concentration dans lesquels ils sont mis en France, on appelle ça des camps de concentration, ce ne sont pas les mêmes camps de concentration que ceux qu'il y aura en Espagne, mais enfin des camps de regroupement où ils sont, vont prendre le maquis, voire, on l'oublie souvent, s'engager dans l'armée. 26 août 1944, le lendemain de la libération de Paris, le général de Gaulle descend les Champs-Élysées. Autour du général de Gaulle, des membres du Conseil national de la résistance, la foule, la liesse. Autour encore les véhicules de la 2e division blindée chargée de la sécurité du général. Ici, juste à gauche du général, le Don Quichotte. À droite, le half-track, les pingouins, du sobriquet avec lequel les Français moquent les Espagnols. Enfin, le half-track numéro 40655, le Madrid. Ces véhicules font partie d'une unité d'élite de la 2e DB, la 9e compagnie. Pour tous et pour l'histoire, la Nueve. Leur place en tête de ce cortège historique ne doit rien au hasard. L'homme accoudé à l'avant de son half-track, c'est le capitaine Raymond Dronne, un Français libre de la première heure. C'est lui qui a conduit les hommes de la Nueve. Dans son journal de route, ce jour-là, il écrit « La compagnie espagnole qui a pénétré la première dans la capitale est à l'honneur. » La Nueve, qui était vraiment le fer de lance de la division Leclerc, c'est la première à être entrée dans Paris, la première à avoir atteint le nid d'aigle, c'est une colonne qui est composée exclusivement d'anarchistes dont la France considérait que c'était les meilleurs combattants, puisque effectivement ça faisait 10 ans qu'ils se battaient. Tancrède Ramonet. On les a effacés de l'histoire, mais ce sont des anarchistes qui sont les premiers à libérer Paris, auquel De Gaulle demande de lui servir de garde rapproché quand il va faire des discours dans Paris. Il y a une attaque devant Notre-Dame où De Gaulle doit prononcer un discours. De Gaulle se réfugie et ce sont les anarchistes qui tout de suite se mettent en position, un genou à terre, prêts à tirer et à répliquer à l'ennemi et effectivement annihilent la menace. Ils avaient écrit les noms des grandes batailles anarchistes sur leur blindés. Avant l'entrée dans Paris, on leur avait demandé de renommer les blindés parce qu'on trouvait que ça faisait trop exotique pour entrer dans Paris. Mais effectivement, ils avaient nommé leurs blindés du nom des batailles anarchistes remportées pendant la guerre d'Espagne. Tout ça témoigne, disons, derrière certaines trajectoires individuelles d'une plus grande diversité de l'anarchisme. Et faut pas non plus ignorer que, là on parle vraiment d'une personnalité ou deux, que par exemple Racinier, qui va être vraiment en quelque sorte le père du révisionnisme, on n'est pas encore avec le négationnisme de Faurisson, mais Racinier vient de l'anarchisme et écrit Le Retour d'Ulysse, est le premier à commencer à mettre des doutes sur ce qui s'est passé dans les camps de concentration.
il trouve dans le mouvement anarchiste une sorte de refuge où on lui permet de continuer de s'exprimer. Enquête d'anarchie cette semaine, premier volet d'une série de 4 émissions consacrées au mouvement libertaire, un mouvement politique mais aussi culturel, un mouvement latent, profondément populaire. J'emmerde les gendarmes là-haut, là-haut. J'emmerde les gendarmes et la marée chaussée, et la marée chaussée. C'est pour moi que vous dites ça? Il me semble, pour qui ça serait. J'espère qu'il n'y a pas d'autres gueules de vache dans les environs. Vous avez de la veine que je ne sois pas de service. Vous me prenez pour un... Ah oui alors. Et pour un vrai, un grand, un gros. Oh. Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Et on repart dans le quartier des Halles retrouver Édouard Jourdain, chercheur en théorie politique à Polytechnique, professeur à l'Université de Versailles. Finalement, on a l'impression en France, Édouard Jourdain, que l'aspect libertaire, le côté anarchiste, on le retrouve un peu partout. Tout le monde s'en revendique un petit peu. Tout le monde est un petit peu anarchiste. Ça fait très bien quand on est un artiste de dire qu'on est anarchiste. Et même les hommes politiques aiment bien dire qu'ils ont un côté libertaire. Notre rapport à l'autorité, même à l'État. On demande beaucoup de choses à l'État, mais on le critique tout le temps. Ce côté individualiste un peu râleur, ce côté aussi jouisseur, le bon vivre. Est-ce qu'on peut dire que la France est un pays avec une sorte d'anarchisme identitaire presque? Oui, alors il y a ce paradoxe qu'on va pouvoir retrouver en France peut-être, c'est que il y a un côté très Georges Brassens, voire Astérix, cette idée de remise en cause de l'autorité, enfin, en tout cas de la légitimité des autorités en règle générale, qu'on va pouvoir très bien retrouver notamment pendant mai 68 aussi. Je ne peux pas militer pour quelque idée que ce soit, car je ne serai pas libre, mais je pense que tous les deux, ils sont comme moi, parce que l'anarchie, c'est la négation de toute autorité d'où qu'elle vienne, et je crois que ce sont les exemples vivants de gens qui ont refusé toute autorité d'où qu'elle vienne. Étonnante conversation autour de l'anarchie entre Brel, Ferré et Brassens en 1969, c'était sur RTL. Moi j'ai milité chez les anarchistes. C'est l'anarchiste, c'est lui. Ça se sent dans tout ce qu'il fait. Seulement, évidemment, c'est un problème qui est difficile, parce que d'abord, l'anarchie, ça a fait rigoler tout le monde. D'abord, ça a fait peur aux gens à la fin du 19e siècle, parce qu'il y avait des bombes. Hein. Oui. Bon. Après, ça a fait rigoler les gens. Parce que les anarchistes, puis le mot anarchiste, ça a pris un goût mauvais dans la bouche des gens. Et puis, depuis quelques mois, enfin, singulièrement depuis le mois de mai, c'est idiot de dire ça, mais c'est vrai, ça existe depuis le mois de mai, les choses sont remises en place, et puis je vous assure que les gens, quand vous prononcez le mot anarchie ou anarchisme, même en scène, ils rigolent plus. Je faisais de libertaire à une époque, là, en 45, 46, 47. Chacun avait de l'anarchie une idée tout à fait personnelle. C'est ce qui, d'ailleurs, est exaltant dans l'anarchisme. C'est au départ un refus. C'est une morale, c'est une façon de concevoir la vie. Et vous, Léo Ferré, vous croyez la même chose? Moi, je suis moins lyrique que lui, quand même, parce que... Toi, tu es complètement désespéré. Ouais. On retrouvera Brassens la semaine prochaine parce que le second volet de notre mois de janvier sur l'anarchisme sera plus particulièrement consacré à la branche dite individualisme de l'anarchisme et aux expériences libertaires du Paris du début du XXe siècle avec des personnages comme Libertad, Victor Serge, Jules Bonneau et Rirette Maître Jean. Nous irons aussi à Lausanne visiter l'une des plus importantes bibliothèques de l'anarchie et nous y découvrirons l'histoire du Père Duval. Bref, nous constaterons tout ce que notre culture populaire, notre mémoire collective doit à l'anarchie. Et avant de vous quitter, je voudrais signaler les ouvrages d'Édouard Jourdain, L'anarchisme aux éditions de La Découverte et Les communs aux presses universitaires de France, c'est un que sais-je. Je vous signale aussi la formidable série de documentaires Ni Dieu ni Maître, une histoire de l'anarchie par Tancrède Ramonet, une coproduction Arte et Temps Noir, la maison de production de Tancrède Ramonet. Donc à la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.